y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied, attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce il que... est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors cette semaine, je suis en compagnie de Jordan, comme d'habitude. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien, merci. Arthur, qu'on n'avait pas entendu depuis quelques temps. Comment ça va, Arthur? Oh, comme un lundi, merci. Il faut savoir qu'on enregistre ça un vendredi. Comme d'habitude, je suis aussi en compagnie de Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, toi? Nickel. Et pour la première fois en 21 épisodes, nous avons un invité, et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Liam De Bruel, que vous connaissez certainement, parce qu'il écrit pour Fucking Cinephiles, Culture Addict, il participe à la radio C-Rap, et aussi vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Comment ça va, Liam? Ça va très bien, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah, merci à toi d'être venu. Furiosa! We've come too far. Furiosa! They took Furiosa! As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood. My mother. I want them back. I want them back! Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est arrachée de la terre verte des Vulvalini et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. En parcourant les terres désolées, il tombe sur la citadelle présidée par Immortanjo. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Alors, ce qui est intéressant pour moi avec le cinéma de George Miller ces derniers temps, c'est sa réflexion sur la narration. C'est un réalisateur qui réfléchit toujours à l'histoire, même quand elle est très épurée. Quelque chose qui a été beaucoup critiqué sur Fury Road et qui est pourtant un point, à mon avis, essentiel dans sa compréhension. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup Furiosa. Furiosa va vraiment dans le mythe, dans ce qu'il a de plus pur, mais également évocateur. Il joue sur une certaine largeur d'échelle, mais en même temps, il se concentre sur une certaine intimité, sur une certaine simplicité des émotions. Vraiment, Furiosa, c'est un film que j'aime beaucoup, et justement, ce rapport au mythe est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il est il est évoqué par le film, il est verbalisé. Le film est bien plus verbal et bien plus bavard que Fury Road, mais il est ici justement inscrit dans une réflexion assez logique, surtout par rapport à son film précédent, 3000 ans à t'attendre. C'est pour cela que j'aime beaucoup Furiosa et c'est quelque chose qui m'a frappé dès la première séance et que j'ai encore plus apprécié en le revoyant. C'est sa réflexion sur comment développer un personnage en tant que mythe et comment justement traiter ce mythe en général. Le film s'ouvre quand même sur un personnage, l'homme-histoire, qui annonce cette ouverture et qui rappelle un peu ce que faisait Ovide. Ovide, il avait cité notamment « Je rapporte des poètes anciens les mensonges monstrueux, jamais vus ni alors ni maintenant par les yeux des humains ». Et c'était une manière pour lui de dire tout simplement qu'il allait nous raconter une histoire qui pourrait être un peu biaisée, mais qui en tout cas se rapprochait de ce que lui avait vécu en tant que témoin. Cela se ressent ici dans le traitement justement de Furiosa, où
même si ce personnage est assez en retrait, je parle bien sûr ici de l'homme, enfin de l'homme histoire, il apporte quand même un certain éloignement, mais également une forme de... On est censé avoir confiance justement en lui, et en même temps, cela permet de jouer un peu sur cette subjectivité de narration. Jamais une histoire n'est réellement factuelle, on va dire. Jamais une histoire ne peut vraiment se développer dans la fiction comme quelque chose qui peut être contredit. C'est intéressant parce que la manière dont plusieurs mythes se sont développés, eh bien, c'est justement par ce rapport à la subjectivité, notamment ici quand on voit un film qui joue eh bien, sur les influences du mythe, qui commence par un geste maladroit, cette, ce fruit cueilli qui finalement initie le périple de notre personnage, qui joue beaucoup sur la notion de rêve dans certaines séquences. Assez intéressant d'ailleurs que ce soit Furiosa qui rêve la plupart du temps et que le dernier chapitre s'amorce presque par un réveil, celui de Dementus. J'ai beaucoup à dire sur Furiosa, mais je n'ai pas envie non plus de couper la parole aux gentilles personnes qui m'ont invité ici. Donc, j'ai surtout envie de revenir sur ce point du mythe comme quelque chose qui est faillible, mais qui en même temps est assez révélateur symboliquement et intimement. On va dire ce que j'ai beaucoup apprécié dans Furiosa, évidemment comparé à Fury Road, et la comparaison va forcément faire du mal à Furiosa, mais c'est que là où Fury Road, il essayait de justement raconter toute une mythologie uniquement par le biais du cinéma, de simplement quelques éléments visuels, sans qu'ils aient vraiment besoin de l'expliquer. Là, Furiosa va beaucoup plus développer cet imaginaire, ouais, c'est ça, tout ce que tu as raconté, cette mythologie autour de Mad Max. Par contre, et moi je trouve que c'est là où le film est assez intéressant, c'est que là où Fury Road, on va dire en termes de mise en scène, voilà, mise en scène, montage, vraiment te prenait aux tripes, c'est-à-dire uniquement par une espèce de montage frénétique qui ne s'arrêtait jamais. Là, Furiosa, je trouve, a une mise en scène beaucoup plus aérienne. Le montage est beaucoup moins épileptique que ce qu'il avait notamment pu faire avant. Mais c'est finalement pour une finalité assez similaire. C'est honnêtement, moi, un film qui m'a emporté du début à la fin. Et j'avais un peu cette même sensation que la première fois où j'ai découvert Fury Road, où vraiment, ouais, j'avais les tripes qui étaient accrochées dès le début. Mais je pense que ça vient moins de la mise en scène, mais plus de son traitement de la mythologie. Il va... du coup, en travaillant beaucoup plus des effets spéciaux, on va dire, en étant beaucoup plus proche des effets spéciaux que les effets réels par rapport à Fury Road, il va avoir une espèce d'imagination bien plus, comment on pourrait dire ça, presque fantaisiste par instant. C'est-à-dire que tous les véhicules qu'on va voir, les décors, les costumes, sont beaucoup moins proches du réel, mais du coup ont une espèce de puissance évocatrice bien plus étrange, bien plus puissante. Et je pense que c'est moi, cet aspect-là qui m'a permis notamment de beaucoup plus rentrer dans les séquences d'action, qui sont, si jamais, encore une fois, on le compare à Fury Road, pas mal plus molles. Et voilà, on va dire que c'est... Oui. Non, je pensais que tu avais terminé, excuse-moi. Non, mais je peux avoir terminé maintenant, si tu veux. Parce que Liam et toi, vous avez dit des choses très intéressantes sur lesquelles je voulais rebondir. Déjà, d'un point de vue formel et même esthétique, je trouve que le film prend une direction très différente de Fury Road, tu l'as bien décrit, avec des plans, on a une esthétique un montage bien moins frénétique, et on a presque un sacrifice de l'efficacité du découpage pour un film qui est un peu plus expressionniste dans son action, s'intéresse beaucoup plus aux réactions des personnages. Je pense dans les scènes d'action, on a un point de vue beaucoup plus qui va privilégier un enchaînement de plans très très larges, de plans d'ensemble où on voit vraiment l'action au sein du cadre et pas un découpage un peu très nerveux comme Fury Road, et à côté des très gros plans sur les visages, sur les réactions. Enfin, je pense notamment à cette scène d'action qui rappelle évidemment Fury Road, vers le milieu du film où il y a le grand camion qui roule et qui se fait attaquer par je sais plus trop quoi. Désolé, j'étais parti pisser juste avant, donc j'avais loupé le contexte de cette action. Mais au-delà de ça, et c'est là où je trouve qu'il y a un pont à faire entre ce que disait Liam et ce point sur l'évolution esthétique, c'est que les deux sont liés, dans le sens où
Fury Road qui était un film beaucoup plus centré sur l'action, et là où Furiosa est un film dont Liam l'a très bien décrit, mais qui est une sorte de conte en fait, qui se présente comme un conte et comme presque un mythe, même. J'irais plus loin, même c'est de par le narrateur au début, la fin, et puis aussi bon, je pense qu'on en reparlera après, mais la fin du film et comment c'est mis en scène. La fin, c'est très intéressant aussi à ce niveau-là. Et je pense que ce choix esthétique de justement privilégier quelque chose de beaucoup moins réaliste, de beaucoup plus expressionniste et de beaucoup plus je dirais presque merveilleux dans un certain cadre qui est vraiment très 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 circonscrit, et je pense que en plus de ça, l'évolution esthétique du film, on peut en parler. C'est intéressant de faire le lien entre Fury Road et Furiosa, mais je pense qu'on est obligé, pour comprendre aussi, autant que ce soit l'évolution narrative qu'esthétique de Miller, de passer par 3000 ans à t'attendre. Parce que là où on en a parlé dans notre rétrospective, si vous ne l'avez pas écouté, sur Miller, je vous invite à écouter. Mais 3000 ans à t'attendre, on avait quelques réserves parce qu'on trouvait que le film était quand même très baroque dans ses couleurs, dans son esthétique. Ça pouvait être même quelque peu, un petit peu laid, mais comme ça relevait du registre merveilleux, ça avait une certaine cohérence. Là, on est encore dans cette esthétique-là. On est très loin du côté... En fait, le monde paraît bien moins tangible et réaliste dans Furiosa qu'il ne l'était dans Fury Road. Et c'est pas une critique, hein, c'est pas un point négatif en soi, parce que c'est une direction qui est assez intéressante, parce que ouais, Miller, quand on regarde en arrière et qu'on voit l'histoire des Mad Max du premier de 79 jusqu'à Furiosa, on a quand même eu des déclinaisons d'un même univers, mais dans des registres qui évoluent, qui vont du film de vengeance très brutale du premier, au western pour le second, au semi-péplum, semi-film pour enfants un peu foireux pour le troisième, à Fury Road, qui est un pur film d'action qui renoue avec les bases mêmes du cinéma, à Furiosa qui va même plus loin que renouer avec les bases du cinéma, qui renoue même avec qui propose une réflexion autour de la narration. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Non, je voulais revenir sur ce que disait Lucas, sur le côté retour aux origines. C'est que moi, il y a plusieurs scènes où on pourrait dire, j'ai pu penser à un moment que les effets spéciaux étaient un peu pourris. Genre, l'une des premières scènes, quand il va ensuite les faire se battre entre eux pour avoir seulement 5 motos alors qu'ils sont une vingtaine, je trouvais que ça faisait très Playmobil, des personnages qui tombent. Et en fait, ça m'a fait penser à des scènes dans Les Grands Espaces de William Wyler, par exemple, où on a ces espèces de scènes d'ensemble. Ça, vous parlez des origines du cinéma, un peu le côté western des premiers films. Alors, William Wyler, c'est les années 50, je dis pas que c'est les origines du cinéma. J'ai beaucoup aimé ce côté. En fait, on a plus l'impression de voir un western que dans Fury Road. Le côté même du méchant, de la vengeance du personnage principal. On retrouve vraiment des thématiques à la William Wyler. Alors, il le cite lui-même, donc j'invente pas grand-chose, mais on se retrouve dans du Ben-Hur ou Les Grands Espaces, même, qui était un magnifique film. On a ces grands plans d'ensemble sur ces grands ensembles dans le désert, tout simplement, ou ces grands décors. Alors, même ça se passe aux États-Unis, l'Australie ressemble quand même un petit peu à ça. Et puis... Griffith également sur Intolérance, par exemple, avec ces espèces de grands décors presque trop grands pour être vrais. D'ailleurs, ils paraissent presque en toc par moment, mais sans être forcément négatif. Quand je dis en toc, la base d'Immortal Joe qui fait presque penser à la Babylone de Griffith dans Intolérance, en fait, tellement c'est gigantesque. Et finalement, on n'en voit rien. On a l'impression qu'ils sont juste 3-4 décors là-dedans à se battre dans des trous en bas. Et puis, c'est Warboys également en haut, mais qui fait penser à des décors presque gigantesques dans ce désert sans fin. Donc ça que j'ai trouvé très intéressant. Après, si je reviens à comparer à Fury Road, même si je pense pas que la comparaison soit des plus logiques, à la limite, c'est deux films totalement différents à mes yeux. Mais pour comparer à Fury Road, en effet, je trouve qu'il y a une bonne vingtaine de minutes de trop. Je ne dis pas que je me suis ennuyé, mais le rythme fait que, même s'il est voulu, on est moins pris par moment par ce qui s'y passe. Et c'est un peu dommage. Et puis peut-être que Lucas reparlera, vu qu'il en avait parlé avant, sur les effets spéciaux. Il y a quand même des passages où on se demande
ce qui a pu se passer. Alors c'est peut-être voulu, je dis pas le contraire, mais par exemple la scène de l'attaque par Octobos du camion, je suis désolé, le plan sur le petit garçon là australien, enfin je sais pas si c'est un garçon, je pense que c'est un adulte qui s'était fait harceler à une époque à l'école, il a pris l'acteur ou harceler sur les réseaux sociaux, je sais plus. Donc je trouve le plan assez immonde, mais pourtant l'ensemble du film est très beau, même les scènes au début dans cette espèce d'Éden où Furiosa naît et vit au début, ça fait Togbo. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait les arbres sont pas forcément vrais, mais c'est vraiment voulu. Vous parliez de l'aspect mythologique, c'est vraiment voulu, quoi. C'est presque un jardin d'Éden fantasmé qu'on ne retrouvera plus, et donc c'est assez intéressant dans sa manière de filmer ce genre de plan. Pour reprendre tout de suite sur le dernier truc que tu as dit, c'est même très clairement un jardin d'Éden. Je pense que je veux dire, le rapprochement est évident, et d'autant que c'est encore plus évident où dès qu'elle cueille alors c'est pas une pomme, c'est une pêche, s'il me semble. Dès qu'elle cueille cette pêche, genre, elle est tout de suite rejetée en fait de cet Éden. Hein. Le parallèle est quand même assez évident. Et vu ce que tu dis sur les effets spéciaux, je trouve ça aussi. C'est vrai que c'est assez. Je saurais pas trop comment expliquer pourquoi il y a certains plans, c'est vrai qu'ils paraissent. Même, t'as l'impression que on ressent un petit peu que les personnages. T'as pas l'impression qu'ils sont vraiment insérés dans leur fond vert, ou je sais pas trop comment expliquer, notamment pendant cette fameuse séquence dont tu parles, de l'attaque du porte-guerre. Alors, moi, je vais dire tous les noms en français parce que j'ai pas eu le choix, j'ai dû voir le film en VF. Hein. Donc voilà, je vais dire les mots en français. Donc pendant l'attaque du porte-guerre, il y a ce plan sur le nain, comme tu dis, qui jure assez, et même à la fin, quand on va dire la séquence est terminée, il y a des regards entre Furiosa et le Praetorian Jack, où même eux, t'as l'impression qu'ils font pas vraiment partie du décor, et pourtant à côté de ça, derrière, t'as une séquence où justement là maintenant, ils sont plus sur le porte-guerre, ils sont par terre, ils sont sur le bitume ou le sentier ou je ne sais trop quoi, là où ils roulent en fait, et là pour le coup, on a vraiment l'impression qu'ils sont pour le coup insérés dans ce décor, donc les effets spéciaux sont un peu étranges, sachant qu'en parallèle, j'ai appris, je ne savais pas, que l'actrice qui joue Furiosa petite, Miller a utilisé, alors je sais plus, des effets spéciaux ou une intelligence artificielle ou je sais pas trop quoi sur elle, pour qu'elle ressemble en fait à Anya Taylor-Joy, donc qui joue Furiosa plus vieille, quoi. Et pour le coup, ça rend vraiment bien, et c'est un peu étrange de pourquoi pourquoi des fois tu as des effets qui sont vraiment pas bien, et puis des trucs comme ça qui pour le coup pourraient paraître, qui sont beaucoup plus casse-gueule, fonctionnent plutôt bien, surtout que vers la fin, il y a même je sais pas s'il a voulu faire la même chose entre Anya Taylor-Joy et Charlize Theron, où tu as l'impression que elle change de plus en plus, elle ressemble de plus en plus à la Furiosa qu'on connaît dans Fury Road, en dehors de son look, donc évidemment de son bras, de son crâne rasé, etc. Moi sur le film, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vous avez dit beaucoup de choses, mais je vais plutôt y aller par petites touches, par petites anecdotes, des choses que j'ai relevées. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la manière dont Dementus en fait change au fil du film. Dementus, au début, la première fois qu'on le voit, il a une grande cape, il est tout de blanc vêtu, on dirait que c'est vraiment, pour le coup, c'est voilà le Messie avec dans sa troupe de mecs qui sont complètement allumés. Et en fait, au fil du film, il change de couleur. Et d'ailleurs, en changeant de couleur, il change de surnom. Il se donne des surnoms. Notamment cette séquence qui est dans la bande-annonce, où à un moment donné, il se frotte les lunettes après qu'il soit tout. Il prend une grande fumée rouge, en fait. Et à partir de là, il se fait appeler Dementus le Rouge, parce que sa cape gardera la fumée. Qui gardera la fumée et ses cheveux, son bouc, sa barbe, etc. En fait, il restera rouge. Et sa personnalité change aussi en fonction de ses changements, on va dire colorimétriques. Je ne saurais pas trop comment expliquer, parce que oui, donc à la fin, il y a une grande ellipse, et quand on le revoit, il est plutôt, déjà il a les cheveux un peu plus grisonnants, il est plus noir, sa cape est toute noire, sous-entendu, voilà, c'est sans doute l'environnement de Petroville qui noircit Dementus. Et en fait, lors de tous ces changements colorimétriques, sa personnalité change. Là où il est plutôt calme au départ et fait vraiment un peu plus Messie, un peu plus ou conquérant d'ailleurs,
Et ben à partir du moment où il deviendra rouge, il ressemblera plus à quelqu'un de soif de guerre. Il est complètement là, il est complètement en surjeu, Chris Hemsworth, pardon. Et enfin, je trouve qu'il en fait des caisses. Il est complètement allumé. Il a une espèce de démarche à un moment donné, vous savez, quand avant qu'il veuille faire la séquence. Avant qu'il veuille faire la séquence un petit peu cheval de Troie où il doit rentrer dans Pétroville, il est complètement, il a une espèce de démarche un peu la Conor McGregor. Enfin, vous voyez, il marche un peu de traviole là en faisant des caisses avec ses épaules. Enfin, c'est vraiment, il change complètement de personnalité après avoir pris cette espèce de fusée rouge dans la gueule. Et après à Pétroville, c'est pareil. Il a plutôt, du coup, dans le sens, c'est un espèce de dirigeant un peu raté. Et on sent qu'il a un vide existentiel qui le poursuit en fait. Je veux dire, à un moment donné, dans une des dernières séquences où on le voit, il est assis sur son capot. Il fait quelque chose d'horrible pourtant, enfin voilà, il fait une punition en fait. Il donne l'exemple et lui il regarde même pas. Il est là, il est déjà lassé de son propre truc en fait. Genre je trouve que c'est un changement de personnage qui est hyper intéressant. Et ce que j'aime bien en plus dans le personnage de Dementus, et après je vais laisser la parole, c'est que c'est un personnage qui, dans le film, on sous-entend que c'est un personnage qui en fait des caisses, qui veut se donner en scène, qui veut construire sa propre légende à l'instant T, mais qui, en fait, dans Fury Road est déjà oublié. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne va pas marquer l'univers de Mad Max, et pourtant, nous, on va dire, dans notre univers, comment expliquer? En fait, Dementus, je pense qu'il a le potentiel pour être le méchant de la saga Mad Max le plus marquant, en fait, de tous, parce qu'il est vraiment, il est très, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il en fait des caisses, il change de personnalité souvent, il est surtout très intéressant, et j'irais presque même jusqu'à dire qu'il vole un petit peu la vedette à Furiosa. Maintenant, je vais vous laisser la parole, notamment à Liam. Je vois que tu veux dire quelque chose, donc je te laisse la parole. Eh ben, avant qu'il prenne la parole, moi je lui la prends. C'est surtout pour réagir exactement sur ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire le personnage de Dementus, et aussi un peu pour parler du coup de Chris Hemsworth, qui n'a pas vraiment une carrière, enfin voilà, il marquera pas vraiment l'histoire du cinéma, sauf pour quelques films, et je pense que celui-là va en faire partie. C'est-à-dire que justement, c'est un acteur qui a pas su faire beaucoup de très bons choix dans sa carrière, mais les rares fois où il l'a fait, notamment, je pense qu'on pense souvent à Hacker quand on parle de ça, mais aussi celui-là, il arrive à être vraiment très marquant à l'écran, et c'est totalement le cas pour Dementus. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le fond du personnage, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est évidemment le lien qui est fait dans quasiment tous les films de Miller, c'est-à-dire cette espèce de figure, tu l'as dit, messianique, mais de faux prophète. C'est-à-dire qu'au début, voilà, tu te dis toi-même, il a un côté un peu attractif, au fait, on pourrait presque croire que c'est une bonne personne au fond de lui, et puis finalement, il est quasiment voilà, en symbiose avec l'univers dans lequel il est, c'est-à-dire qu'il est totalement fou. Mais je pense que l'intérêt, là c'est quelque chose d'assez évident quand on voit le film, c'est finalement le parallèle qui est fait entre Dementus et Max Rokitansky. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas explicitement dit, tu comprends totalement qu'ils ont eu un passé extrêmement similaire, ces deux personnages. Dementus a une femme, a une fille, tous les deux mortes. Il va un peu essayer de projeter d'ailleurs la mort de son enfant sur le personnage de Furiosa quand elle est jeune. Et c'est aussi de voir comment les deux personnages arrivent dans des directions totalement opposées. Et encore, on n'est pas totalement sûr parce que voilà, Dementus essaye totalement de se mettre au centre de l'attention, contrairement à un Max qui lui est un personnage totalement solitaire. Voilà, Dementus, il essaye de prendre le pouvoir, il a une espèce de soif, de mythologie, comme tu l'as dit toi-même, sur lui-même. Mais finalement, c'est pour au final avoir une espèce de même vide existentiel à l'intérieur. Ça veut dire qu'il est, il est comme tous les personnages dans l'intérieur de ce film, et finalement même la fin et la mort de Dementus devient presque un peu touchant en fait sur cette dernière séquence où il parle à Furiosa pour dire que en fait ils sont assez similaires, ils ont tous les deux perdu quelque chose et ils sont prêts à faire n'importe quoi, quitte à même détruire la vie des autres pour essayer de les retrouver, en sachant que dans les deux cas c'est impossible. Et moi je trouvais que voilà, c'était pour plus soyer un peu rentrer dire quelques autres éléments que je trouve intéressants sur ce personnage qui effectivement est, oui, je pense, le meilleur antagoniste des Mad Max, l'un des meilleurs rôles de Chris Hemsworth, et juste l'un des meilleurs personnages de Mad Max tout court, en fait. C'est un personnage, je trouve, très intéressant. Je suis
tout à fait d'accord là-dessus. Et justement, c'est vrai que c'est un film qui fonctionne bien en parallèle, je trouve. Notamment, bah, ici, tu disais le parallèle entre Max et Dementus. Je dirais aussi un genre de parallèle entre Max et Praetorian Jack, qui est un personnage qui est quand même très secondaire, qui n'est pas hyper développé, mais qui se voit développer justement plus par l'interaction, par les actions et par ce qu'il évoque finalement de Max d'une certaine manière. C'est un peu cette forme d'aide extérieure dans le niveau du mythe qui finalement n'aboutit pas et qui en même temps parvient à véhiculer une certaine émotion. C'est cet espoir d'une échappatoire tout simplement, d'un amour. Et c'est même pour ça que c'est assez intéressant de voir la manière dont il résonne et dont il est traité même dans la mise en scène. Je trouve, on parlait tout à l'heure du rapport au montage et justement du rythme qui a été un peu plus posé. Le plan où Praetorian Jack et Furiosa se font capturer, mais également le plan qui amorce l'exécution de Praetorian Jack, ça amène justement une certaine durée, comme si finalement il y avait une envie de spectacle dans la mise en scène, de jouer sur cette durée, parce que c'est un peu ce que veut faire Dementus. Dementus, c'est un maître du cirque, en fait. C'est vraiment un monsieur loyal qui, dans cette transformation, évidemment, comme vous l'avez souligné brillamment auparavant, qui, justement, se confronte à une forme de société du spectacle apocalyptique et qui se retrouve face à un vide. Effectivement, même cette violence n'arrive pas à le libérer, à lui permettre de trouver justement une certaine échappatoire. Et c'est également assez intéressant sa manière dont il s'amorce également d'un point de vue politique, parce qu'il rappelle beaucoup de leader un peu populiste, je vais dire. Il joue beaucoup sur cet appel, notamment dans sa volonté de conquête de la citadelle. Et il y a également cet aspect un peu futuriste. Je parlais justement de l'influence du futurisme sur Fury Road. Ici, il est moins dans les visuels, même s'il y a encore une fois cette réflexion sur l'énergie, sur la vitesse, vraiment comment capter cette sensation, notamment par des effets d'accélération durant certaines séquences, mais également dans cette forme d'apologie dans Dementus, évidemment, d'une certaine violence, d'une envie de guerre, quelque chose qui a un peu nourri le mouvement futuriste, justement, dans sa confrontation à l'évolution de la société. J'avais justement cette déclaration à l'époque, comme quoi dans le manifeste futuriste, eux, ils voulaient justement laisser la guerre être glorifiée, notamment dans son militarisme, dans son patriotisme et dans son aspect assez anarchiste. Et cette anarchie fonctionne bien pour appuyer un peu ce chaos humain qui est Dementus. Chaos pas seulement parce qu'il amène le chaos, mais chaos parce qu'effectivement, il représente ce vide total des personnages, alors même que la société n'est plus, alors même que le monde n'est plus. Comme vous l'avez souligné, justement, cette épure du dernier chapitre, ce côté très marqué, comment dire ça de manière intéressante, ce côté justement vide, émotionnel, vide du décor, très théâtral, ça aurait pu être un peu... ça aurait pu être lourd, justement. J'avais cette appréhension à ce moment-là, ce côté un peu jeu de parallèle, mais finalement, c'est quelque chose qui revient assez bien dans les narrations, justement, les relations complémentaires, la manière dont certains personnages résonnent en miroir à d'autres. Et voilà, je trouvais que ça en fait effectivement un antagoniste qui est passionnant et qui, pour moi, arrive à densifier un film qui est déjà assez dense verbalement, alors même que, et encore une fois, la comparaison ne se mérite pas, je trouve, Fury Road jouait une épure apparente pour justement le respect des thématiques. Alors, c'est super intéressant tout ce que vous dites. J'ai pas pu m'empêcher, surtout quand tu parlais, Liam, de faire un parallèle dans ma tête avec Oedipe Roi de Pasolini, qui est un film qui aussi met en scène un mythe très ancien, enfin un mythe un peu universel, tout en le mettant en scène dans un univers qui mélange un petit peu... déjà très, très hérité du théâtre, très expressionniste, mais aussi qui mélange plusieurs époques, on a à la fois plusieurs cultures, on a des choses qui résonnent un peu plus africaines, des choses grecques, et des choses modernes aussi qui font écho avec la vie de Pasolini. Et ça, on le retrouve notamment dans... déjà, il y a l'esthétique, évidemment,
du film dont on a déjà parlé, le rapport, cette espèce d'image qui fait beaucoup plus carton-pâte que dans Fury Road. Mais on a aussi, je trouve, déjà dans les costumes et tout, on en a parlé, mais il est habillé un peu en gladiateur. Dementus, voilà, merci. Merci, ouais. Et mais aussi, il y a ne serait-ce que les noms, quelque chose qui rappelle, parce que je me suis fait cette réflexion dans le film, parce que le fait qu'il s'appelle par exemple les Prétoriens, bon, c'est une référence à la garde impériale de l'Empire romain. Il y a plein de noms, des noms qui sonnent un peu latin ou latin de cuisine, tout ça, et c'est quand même marrant de se dire, imaginons aujourd'hui une apocalypse, qu'on revienne, que notre société s'effondre, pourquoi revenir à des choses qui auraient pu être oubliées, puisqu'on voit que la plupart des gens ne savent pas lire, qu'il y a quelques sages qui détiennent le savoir, enfin, on le comprend dans Furiosa, mais pourtant, on est Enfin, tout ça rejoint la dimension mythologique du film dont on a parlé avant, la volonté de faire là où Fuero peut-être n'avait pas la prétention c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas n'avait pas le but de, de, de briller par son récit et de faire de donner une dimension. En fait, je trouve que voilà, plus clairement, Fury Road est universel d'un certain côté parce qu'il nous montre une action qui est compréhensible un peu de tout temps, toute époque, et qu'on peut s'accrocher même si on n'a pas les dialogues du film, on ne comprend pas l'anglais ou le français, ou je sais pas, la langue dans laquelle vous regardez le film, et qu'on regarde, on comprend ce qui se passe dans Fury Road. Tandis que c'est un peu pareil pour Furiosa. Sauf que là, c'est plus parce que ça rappelle une construction narrative, et d'où le lien que tu faisais, Liam, avec Campbell et le monomythe, une construction narrative qui est universelle, et qui reprend des bases, comme a pu le faire Star Wars, ou bien avant les mythes fondateurs. Et comme anecdote là-dessus, il faut savoir, j'ai été voir le film avec ma grand-mère cet après-midi. Je suis le dernier à avoir vu le film dans l'équipe. Et j'avais pas fait attention que la séance était en VO sous-titrée, et c'était un peu chiant pour ma grand-mère pour lire, et au final on a discuté après, et elle me disait que même si tu ne suis pas les sous-titres ou tu lis pas tout, tu comprends quand même, c'est excessivement limpide l'histoire en fait. Parce que on comprend les tenants, les aboutissants, la narration est très simple aussi, n'est pas simple de la même façon que Fury Road a une narration simple, mais elle est simple parce qu'elle est basique en fait. Bon, c'était un peu laborieux. Ouais, mais si je peux me permettre aussi, la comparaison avec Fury Road, elle est intéressante, mais en fait, même lui, il le disait, Fury Road, c'est quand même sur un instant très court, là où le film ici se passe quand même sur 18 ans. Donc de toute manière, il devait changer de manière de narrer son histoire. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu le dis, même sans les sous-titres, d'où la référence également aux origines du cinéma. En fait, ça pourrait être un film muet. En fait, je pense que il a fait une version noir et blanc de Black and Chrome là de Fury Road. Il pourrait faire une version muet, je pense, de Furiosa. On comprendrait très bien, parce que même par l'imagerie ou par son chapitrage qui est intéressant, il fait passer le temps sans être obligé de nous rajouter des merdes comme on a dans pas mal de films aujourd'hui avec 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 6 mois plus tard. Et on voit ça dans beaucoup d'autres films où il n'a pas besoin. Un plan sur un arbre qui pousse, un plan sur des mantus qui a les cheveux qui grisonnants. Enfin, par son imagerie, par sa mise en scène, il arrive à nous faire comprendre que le temps passe. Ouais, donc c'est tout le talent du coup de Miller, et c'est pour ça que quand certaines personnes peuvent reprocher le chapitrage, je ne citerai personne, mais c'est absurde parce que c'est par cette narration-là qu'en fait il montre qu'il fait passer le temps sans nous emmerder avec des sous-titres telle date, tel moment, etc. Et donc je disais une très belle scène que j'ai trouvée personnellement, c'est l'arbre qui pousse en fait, qui fait juste montrer que avec les cheveux dessus, que en fait le temps passe. Et c'est là où j'étais pas totalement d'accord avec vous sur Dementus. En effet, il est très intéressant, c'est sûrement le meilleur film de Chris Hemsworth avec Hacker, je sais plus le titre en anglais, mais de Michael Mann, je trouve personnellement. Black Hat. Black Hat si tu veux, mais le personnage est intéressant également par son absence. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que le film, je sais plus qui a dit, je crois que c'est Jordan qui a dit qu'il prenait presque, comment dire, plus intéressant parfois que Furiosa. Je trouve pas, parce que dès qu'on doit se recentrer sur Furiosa, dès qu'en fait Furiosa est présente constamment à l'écran, on s'en fout de lui en fait. Il peut être en arrière-plan, hors champ. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans les commentaires, Octobos, le schisme avec Octobos se fait
totalement hors champ, même si on le devine à l'avance parce qu'il lui fait la gueule quand il tire sur les mecs sur le camion. Mais quand il n'y a pas besoin de lui, il n'est pas là. Et en fait, il est toujours plus ou moins présent parce que la vengeance tourne toujours autour de lui. Mais il n'y a pas besoin qu'il soit forcément montré pour être présent. Et c'est là où je trouve qu'il y a un petit défaut. Enfin, un petit défaut. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai pas trouvé la fin de ce personnage si intéressante que ça. Contrairement à ce que vous dites, en fait, j'en avais plus grand chose à faire de lui au bout d'un moment, personnellement. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est drôle parce que pour revenir, tu parles de la fin, ça vient de me faire penser la fin du personnage, et tout ça rejoint totalement l'évolution, on va dire, de la saga, en tout cas les expérimentations de Miller sur ce film. C'est en fait la fin, il y a une dimension un petit peu plus moraliste et un peu moins. On prend le premier Mad Max. C'est une histoire de vengeance très, très basique et surtout extrêmement violente et brutale. Et là, la fin du film, il y a une morale un peu, alors qu'elle pourrait se venger, le tuer, lui arracher les tripes et le pendre, en fait, a fait une sorte de geste beaucoup plus poétique, tout en ayant cette conversation qu'il y a avec lui, en disant mais regarde, tu es comme moi, non, je veux pas être comme toi, si tu tues, tu seras comme moi, gna gna gna. Et ça, en soi, bon, c'est normal, ça a sa place dans ce film-là. Mais disons que ça a ce côté un peu niaiseux d'un conte ou d'une fable qui n'est peut-être qui détonne vachement avec le reste de la saga, disons. Mais si je peux me permettre par rapport à ce que tu dis là, c'est parce que toi, tu as décidé de croire la version que Furiosa raconterait au Historyman à la fin du film. C'est-à-dire que... Non, je parle juste... je parle de quand elle s'apprête à le tuer et qui fait « Écoute, nanani nanana... et quand elle pourrait le tuer et qu'on s'attend, on se dit « Vas-y, on veut de la vengeance, là. C'est Kill Bill ou quoi ?» Bah non, c'est pas Kill Bill, c'est Happy Feet. Donc toi, tu as choisi de croire la version que Furiosa raconte au Historyman à la fin du film, c'est bien ce que je dis, parce que tu as le Historyman qui raconte que soit il est mort exécuté, soit il est en gros mort comme le Praetorian Jack là, avec qui elle a eu une simili-romance un petit peu au milieu du film, là, soit un petit peu comme sa mère, enfin bon, peu importe. Je voulais juste revenir parce que tu en as parlé tout à l'heure par rapport à toute l'imagerie du péplum. Il y a d'autres. Enfin, d'ailleurs, t'as pas. Je sais pas si tu as parlé de péplum, tu as parlé d'Empire romain, mais bon, ça rejoint un petit peu la même chose. J'aime beaucoup, oui, tu as parlé du look un petit peu de gladiateur qu'il a. Moi, ce que j'adore chez Dementus, c'est son char avec les motos là. Enfin, je veux dire, il a des chars avec 3 motos. Je trouve l'idée absolument géniale. On n'en parle pas depuis tout à l'heure, personne ne l'a trop cité, mais moi ce que j'aime beaucoup à chaque fois dans les Mad Max, c'est toujours les idées purement visuelles qu'a George Miller dans sa saga, que ça soit pour les personnages, que ça soit pour les villes, que ça soit pour les véhicules, que ça soit tout est toujours très imaginatif. Alors là, peut-être que c'est un petit peu moins imaginatif parce que ça reste quand même vachement lié à Fury Road, donc il n'est pas autant, il se lâche moins que dans Fury Road où il partait un petit peu de zéro. Mais par exemple, l'attaque du convoi du porte-guerre au milieu du film, ce que je trouve génial par rapport à Fury Road, qui est dans une hystérie, et on se dirait que dans Fury Road, l'hystérie vient du fait qu'on est peut-être du point de vue de Furiosa, de Max, qui sont assaillis en fait par tous les personnages, donc c'est un petit peu épileptique parce que les mecs sont obligés de réagir un petit peu au quart de tour, un petit peu à l'instinct. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, on est du point de vue des assaillants, c'est-à-dire qu'on les voit, manœuvrer, on les voit faire des choses qui vont avoir un impact. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que dans Fury Road on voyait autant les mecs préparer leur attaque. C'est-à-dire que là, les mecs quand ils vont en l'air, quand ils se projettent avec leur moto pour aller en l'air, on les voit qu'ils se mettent sur une voiture, qu'ils activent ci, qu'ils activent ça. Ça prend plus de temps, on passe plus de temps sur comment ils s'organisent en fait pour mener une attaque, comment ils s'organisent pour... Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'abordage d'un bateau, en fait. Tout à l'heure, vous parliez que Furiosa ressemble beaucoup à des westerns. Je trouve que Furiosa a aussi beaucoup d'imaginaire du péplum. On en a parlé. Il y a le look de Scrotus, il y a le look de Rictus, déjà qui s'appelle Scrotus et Rictus, mais qui ressemble en plus à des gladiateurs. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment toute une imagerie un petit peu de maritime, je ne saurais pas comment expliquer, mais les abordages du porte-guerre qui font un peu comme abordage de bateau. Il y a, ils ont des longues vues, ils ont des choses comme ça.
Ça fait aussi, pour rejoindre sur l'aspect western, désolé, je me permets de te couper, mais Ouais, juste vas-y. pour rebondir sur ça, sur les attaques de convois par les Indiens dans les westerns du cinéma classique aussi. Oui, bah ça évidemment, oui, bah bien sûr. Mais en fait, je pense à l'abordage avec ce côté, tu sais, je sais pas si tu te rappelles avec les grappins là, en fait, ils s'accrochent au porte-guerre et puis ils se tirent dessus un petit peu enfin, c'est un peu l'imaginaire que j'ai quand ils font des abordages. En fait, voilà, ils se Ouais, bah balancent des oui, trucs sur les bateaux pour je se vois rapprocher les uns des autres, quoi. les courses-poursuites en bateau, ouais. Ouais, donc moi, ça m'a fait penser à ça. Je voulais juste aussi faire parler un petit peu de mise en scène parce que, bon, il y a pas, on sait que Miller est là-dessus, il est fort, mais moi, il y a vraiment deux trucs qui m'ont marqué en plus du time-lapse de la perruque dont tu as parlé, Arthur, tout à l'heure. Il y a un plan au départ, je sais pas si vous vous souvenez, où il y a la fuite d'un des personnages qui enlève Furiosa et il y a sa mère qui tire sur un mec. Et en fait, à un moment donné, il y a un headshot sur un type et le headshot, c'est un cut parfait entre un champ et un contre-champ. Ça paraît tout con, mais c'est vraiment un plan qui m'a marqué. J'ai trouvé vraiment génial. Et le deuxième truc, c'est le moment où Dementus il tire sur Furiosa au lance-roquette. Alors en plus, c'est vraiment le mec fait pas dans le détail. Et elle, donc il a un bouclier humain et elle tire au sniper, donc elle tue le bouclier humain et lui derrière il veut tirer. Et en fait c'est ce moment où la tension elle est à son maximum et ce que j'adore c'est qu'il accélère la scène, c'est-à-dire que Dementus il fait en accéléré tout ça, il se dégage du bouclier humain, il balance, enfin il arme son lance-roquette et il lance la roquette pendant que elle également en accéléré, genre elle charge son sniper en toute vitesse et tu te demandes comment va se terminer un petit peu cette séquence qui pourtant passe en un éclair et il y a beaucoup de petites choses comme ça qui rajoutent quand même de la tension. Et c'est vrai que pour le coup, bah, c'est peut-être les séquences qui ne sont pas véhiculées, qui sont peut-être plus tendues dans ce Furiosa, parce que bah, du coup, toute la séquence au moulin à balles en règle générale, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même le côté même un peu silencieux du mec qui arrive au moulin à balles, c'est tout calme, d'ailleurs c'est trop calme pour être normal, ça fait un peu voilà, guet-apens de convoi, et puis d'un coup il y a toute une séquence un peu de gunfight qu'on n'a pas forcément l'habitude, je trouve, chez Miller, et puis même après derrière un peu du destruction porn quoi, genre tout le moulin à balles s'effondre à moitié sur lui-même et puis il y a des plans assez hallucinants, je pense à celui qui est dans la bande-annonce d'ailleurs avec les balles qui tombent sur Dementus et lui qui essaye de se raccrocher au truc, enfin il y a vraiment des images comme ça, le film marche beaucoup par image, il y a celle où il bouffe les asticots sur les cadavres, il y a les séquences de meurtre, de torture qui sont très graphiques, qui sont très marquantes, qui sont enfin c'est moi, j'étais un petit peu déçu peut-être au départ quand j'avais regardé le film parce que comme voilà un petit peu bêtement, je m'attendais à quelque chose d'aussi peut-être hystérique et puissant que Fury Road et en fait vraiment la force de Furiosa se situe ailleurs et avec le recul, une fois le film bien digéré, il y a énormément de petits détails qui sont hyper bien trouvés. Moi, je pense aussi à alors ce personnage d'ailleurs qui est à Petroville avant que Dementus prenne le contrôle de la ville, qui est, alors je crois que c'est sous-entendu, que c'est le frère, enfin c'est pas sous-entendu, c'est dit que c'est le frère de Immortanjo, et le mec en fait il est en train de peindre des nymphes ou je ne sais quoi sur un mur qu'il voit sur un livre, il y a aussi tout ce côté voilà où il transmet l'art ou je ne sais quoi, et puis d'ailleurs quelque chose qui sera complètement détruit par Dementus plus tard, qui est vraiment juste un destructeur, un homme du chaos qui est juste là pour foutre le bordel, et puis qui en fait à la fin se rend même pas compte de pourquoi il a vraiment fait ça, et puis sa vie est d'un vide absolu, et c'est un film vraiment très très riche, et je finirai sur la manière dont ça modifie aussi, je trouve, la perception qu'on peut avoir de certains personnages dans Fury Road. Je pense notamment au mythe un petit peu de l'Imperator. Jack, en fait, c'est juste le Praetorian Jack, pardon, c'est montré un peu comme un simple routard, quoi. Genre, c'est un simple routier qui transporte des armes et des patates. C'est pas forcément l'image qu'on avait de l'Imperator quand la seule Imperator qu'on connaissait c'était Furiosa dans Fury Road, qui était presque un soldat surentraîné qui était parfait. Là, le mec, vraiment, on sent que sa routine, c'est de transporter des pommes de terre, des armes et du pétrole. Enfin, ça fait un petit peu démystification du truc. Et puis c'est pareil, je trouve que ça modifie un petit peu la perception qu'on peut avoir de la toute fin de Fury Road, où on a l'impression que Furiosa représente un espoir à la fin de Fury Road quand on a vu que Fury Road. Et puis quand on rajoute Furiosa, je sais pas si ça peut tant être un espoir que ça, tant elle se rapprocherait peut-être plus du coup du personnage de Tina Turner dans Mad Max 3. J'ai justement envie de rebondir sur différents points rapidement, sur la confrontation, la notion avec le western et la piraterie. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, ce sont des genres qui sont très marqués cinématographiquement, mais qui relèvent finalement d'une confrontation assez simple envers une société qui veut être, entre guillemets, construite
et finalement une certaine perte de repères de la part de certains personnages. Le fait même que les scènes de nuit soient tournées en Day for Night, un peu comme les vieux westerns, c'est assez logique d'un point de vue cohérence de l'univers, mais aussi cohérence finalement esthétique là-dessus. Même d'un point de vue, avec ce que tu disais avec Praetorian Jack, j'aime bien le traitement qui est finalement assez intériorisé des sentiments. Finalement, ça souligne une certaine confrontation avec une impossibilité d'exprimer ses émotions dans un tel univers où les Warboys sont juste de la chair à pâté, où les personnages ne peuvent jamais être réellement eux-mêmes. Et je trouve que cette stabilité qui se crée avec lui fonctionne bien et résonne assez avec Furiosa dans leur impossibilité finalement de pouvoir être eux-mêmes dans un monde qui empêche de se reconstruire. Alors, si je devais essayer de conclure, je trouve que c'est un film qui est assez fort visuellement quand même. Je comprends les appréhensions par rapport aux effets numériques, même si, encore une fois, certains, pour moi, sont passés crème. Le rajeunissement, pas directement rajeunissement, mais l'implantation des yeux d'Anya Taylor-Joy dans le visage de la jeune actrice. En l'ayant revu, je n'ai pas vu l'effet personnellement, mais je trouve que c'est un film qui est assez, finalement, encore plus fort d'un point de vue narratif par la façon dont finalement il fait résonner ces thématiques, dont il fait résonner cette fin de monde avec cette envie d'espoir. Moi, justement, je peux comprendre effectivement l'appréhension avec Furiosa qui reprend la citadelle, mais j'y vois une forme de retransformation de société, peut-être une possibilité qui peut être négative ou positive, mais qui en même temps, par le fait qu'on ait le fait qu'on ait le film actuellement Furiosa après Fury Road, qui résonne d'autant plus comme une histoire un peu développée. Je pense à 3000 ans à t'attendre qui s'ouvrait avec vous trouverez mieux mon histoire si je la raconte comme un conte de fées. Là, on croit mieux l'histoire de Furiosa si on a cet angle un peu entre guillemets positif, peut-être vu d'un point de vue extérieur, mais qui surtout permet de mieux appréhender aussi bien ce personnage post-Fury Road d'une certaine manière, mais en même temps de voir comment elle a su se développer et finalement véhiculer une certaine force et une certaine confrontation émotionnelle qui pour moi nourrit très bien les films de George Miller. Finalement, c'est comme ça que le mythe fonctionne le mieux. Le mythe fonctionne dans son ampleur générale, dans sa manière dont il résonne, dont il joue avec les hors-champs, la relation de Praetorian Jack et Furiosa, la guerre finalement qui se crée entre Dementus et Immortan Joe, ça joue beaucoup sur les ellipses et le hors-champ pour finalement se recentrer sur le nécessaire narratif, l'émotion, dans ce qu'il a de plus simple, dans ce qu'il a de plus évocateur, que ce soit l'espoir de l'amour ou tout simplement le bouillonnement de la vengeance. C'est pour ça que Furiosa, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir seulement raté la surface du film, et pourtant je reste encore émerveillé par tout ce qu'il arrive à faire visuellement et narrativement. We are the children, last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains.